Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes au Grand Palais, à Paris, Forum Bois Construction. Et avec mes deux invités, nous allons parler de la réglementation thermique environnementale 2020 et des seuils, premier palier qui vient d'être passé et des suivants. Pour en parler avec moi, monsieur Dominique Cottineau. Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane. Dominique, vous êtes le délégué général de l'UICB. On rappelle ce qu'est l'UICB ? Oui, bien sûr, l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois, organisation professionnelle qui rassemble environ 300 industriels, acteurs de la construction bois ou des produits structurels industriels de construction bois. À côté de vous, monsieur Bastien Bouteloup, bonjour. Bonjour Stéphane. Bastien, vous êtes directeur R&D chez Woodeum. Woodeum, nous sommes un promoteur immobilier spécialisé dans les bâtiments en bois et bas de carbone. Et Woodeum est une marque du groupe Altarea. Donc vous êtes au bon endroit. On va parler RE 2020. Comment ça s'est passé cette première étape et comment se passe aujourd'hui le passage avec le seuil 2025 ? Bien, la RE 2020, après quelques tumultes lors de son lancement par des acteurs qui ne la voyaient pas d'un bon œil, s'est mise en place, donc avec son premier seuil 2022 qui finalement a permis à tout le monde de construire avec les mêmes exigences techniques que ce qui se faisait auparavant, avec l'introduction du calcul de l'ACV, la prise en compte du carbone, mais de façon calculatoire, sans évolution particulière. Le seuil 2025 s'est mis en place au 1er janvier pour la date de dépôt de PC. Et là, on a vu en fin d'année dernière certains acteurs s'inquiéter de ce que constituaient des difficultés, des surcoûts, et puis de se dire que derrière arrivait mécaniquement dans 3 ans le niveau 2028, qu'il serait encore plus compliqué, encore plus coûteux. Et cela, je trouve que c'est une particulièrement mauvaise approche parce qu'on a eu pour la première fois de la visibilité. Les premières réglementations thermiques à l'époque, apparues en 1974, se sont succédées les unes après les autres, sans savoir préalablement à quelle sauce on allait être mangé. Donc c'était un renforcement, mais qui se discutait 2 ans, 1 an, 2 ans auparavant, et puis on avait de nouvelles exigences. Là, l'avantage, c'est que sur 10 ans, on a la trajectoire. La progressivité, la trajectoire, donc on la connaît. Et ça permet aussi de s'y préparer et de l'anticiper. Je pense que Bastien pourra le développer sur un plan opérationnel. Et c'est une mauvaise lecture que de vouloir repousser un calendrier, repousser des exigences, même si on le sait, aujourd'hui, le marché de la construction est chahuté par un contexte économique. Mais pour autant, ce n'est pas le moment de reculer face à un levier dont on sait qu'il est essentiel par rapport au dérèglement climatique qui se profile devant nous. De toute façon, qu'il y ait une réglementation thermique environnementale ou pas, on aurait quand même des problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas la réglementation environnementale qui a créé le problème. Tout à fait. C'est pas ça qui crée le problème. Et je pense que cet élément des surcoûts que cela peut constituer, de la complexité que ça peut constituer, des acteurs tels que Woodeum peuvent démontrer de façon très, très claire et pertinente que si on aborde les choses correctement, eh bien, on peut y arriver. Effectivement, la RE 2020, elle amène non pas une complexité, mais une multiplicité des facteurs à prendre en compte et à anticiper. Donc si on ne s'y prépare pas, effectivement, ça peut être compliqué. Mais je crois qu'on le sait tous, il faut regarder les choses en face et il faut l'appréhender de façon productive et constructive. Vous êtes un acteur engagé, on le sait, Woodeum, hein, mais comment ça se passe pour vous aussi la mise en place de ce palier 2025, et puis après on verra comment trouver le bon équilibre en fait, parce que le problème il est presque davantage économique que finalement d'y arriver techniquement, si j'ai bien compris. Exactement. Woodeum a vu d'un très bon œil l'arrivée de la RE 2020 puisqu'en fait c'était la confirmation de nos convictions et de nos constructions qu'on pouvait développer depuis 2014. Depuis 2014, on a développé un mode constructif qui par nature est compatible avec les exigences du seuil 2028 de la RE 2020. L'arrivée de cette réglementation et de cette imposition à tout le secteur nous a confirmé dans nos positions. Et l'important pour nous, c'était de garder cette avance de seuil en seuil. Donc on a déjà livré un bâtiment dans lequel les gens vivent, qui est au seuil 2031 des exigences carbone de la RE 2020, et on livre 100% de nos opérations au minimum au niveau 2028. D'accord. Donc aujourd'hui, on en est là chez vous. Mais tout le monde n'en est pas là.
Pour la 2025, pour le seuil 2025, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on demande? Il y a un léger renforcement des exigences sur les indicateurs IC, donc soit IC énergie ou IC construction. Donc ça change le vecteur énergétique parfois sur certaines opérations. Ce n'est pas notre sujet majeur à nous en tant qu'acteurs de la construction bois sur la partie structurelle. Ça renforce le seuil IC construction, mais là aussi ce n'est pas une grosse révolution. C'est un petit peu d'optimisation à avoir. Le seuil 2028 constitue quand même un premier palier, un gros palier, significatif qui doit mécaniquement amener plus de bois dans la construction, mais qui, et là aussi Bastien peut en parler mieux que moi, peut aussi s'en faire sans beaucoup plus de bois. Alors c'est pas ce que l'on souhaite, hein, parce que nous, bien entendu, ce que l'on souhaite, c'est le plus possible de bois dans la construction. Alors, parce que c'est l'intérêt de nos industriels, mais c'est aussi parce que c'est l'intérêt environnemental de la France. C'est-à-dire que on a une spécificité au niveau de la filière, c'est qu'on est une chaîne de valeur totalement interdépendante entre ces maillons, mais aussi qui constitue un levier, non pas de bas carbone, mais de décarbonation. C'est-à-dire que, on le sait, la forêt joue un rôle essentiel et un rôle majeur dans l'atténuation du dérèglement climatique, par son rôle de pompe à carbone qu'elle constitue et de constitution d'un puits. On la sait aussi en danger, menacée par ce dérèglement climatique, dont elle est un levier d'atténuation. Et tout ce stock et ce puits qui est constitué en forêt, le fait de construire bois, c'est le pérenniser en le transposant dans le produit. C'est-à-dire ne pas gâcher ce qui a été fait. Et donc, en cela, c'est aussi considérer que plus on va construire en bois, plus on va amener du renouvellement forestier avec des repeuplements qui vont être plus jeunes, plus résistants, plus résilients au dérèglement climatique et continuer à alimenter cette pompe à carbone. Donc en fait, la construction bois, elle pérennise ce qui a été fait antérieurement pendant plusieurs décennies. Et c'est en cela qu'il faut ne pas reculer et faire en sorte de mobiliser le plus possible de bois dans la construction, parce qu'on n'est pas bas carbone, on est intrinsèquement décarbonant. Voilà. Ça va beaucoup plus loin finalement que le simple seuil qu'on veut passer, hein. Il y a une chaîne de valeur environnementale, une chaîne de valeur économique qui est tout à fait, qui est vertueuse et qu'il faut conserver. Tout à fait. Et il y a aussi, dans le cadre des différents indicateurs ou exigences à respecter dans la RE 2020, on a cet indicateur IC Construction, donc, qui caractérise le cycle de vie du bâtiment, mais on a aussi un indicateur qui est assez important à nos yeux, qui est le stock C, le stock carbone mobilisé dans une opération de construction. Aujourd'hui, le calcul est obligatoire et il est indicatif. Mais je pense qu'il va falloir aussi faire évoluer la RE 2020 pour que ce stock C ait aussi des exigences minimales. On doit stocker du carbone dans la construction. On ne peut pas se permettre de faire simplement du bas carbone. Il faut pérenniser le stockage. Alors je me tourne vers vous maintenant. Très concrètement, comment on fait? Vous y arrivez, mais comment on arrive à résoudre l'équation augmentation des seuils et impact économique? Et en tout cas, on doit aujourd'hui, par exemple, construire beaucoup de logements et si possible avec un coût qui serait pas trop élevé. Bon, ma conviction, vous posiez la question tout à l'heure, de savoir si on aurait quand même des problèmes si la RE 2020 n'était pas là, c'est que la RE 2020 n'est pas une source de problème, mais si on la prend dans le bon sens, c'est même une source d'opportunité. Pour répondre à la RE 2020... Je vais vous demander d'intervertir. Ah non. Merci. On fait, comme dans toute stratégie environnementale, un dispositif ce qu'on appelle ERC. Éviter, réduire, contribuer. Et le premier étage de la fusée, c'est le E, c'est éviter. Avant de penser aux matériaux qu'on va utiliser, il faut réfléchir à économiser ce matériau. Je prends un exemple. Quoi qu'il arrive, on économise la matière. Quoi qu'il arrive, peu importe la matière, on l'économise. Parce que la matière, c'est de l'argent. La matière, c'est du carbone. Je prends un exemple. On peut avoir, pour un même appartement, dans un immeuble différent, avec une volumétrie différente, 1 mètre carré de façade par mètre carré au sol ou 1,5 mètre carré de façade par mètre carré au sol. Personne n'a jamais acheté de mètre carré de façade. Personne ne vit sur des mètres carrés de façade. Et pourtant, donc il n'y a pas d'usage pour le mètre carré de façade, mais pourtant, ça, on va le payer 1,5 fois plus cher, on va émettre 1,5 fois plus de carbone. Et quand on prend un bâtiment bien optimisé, on peut le construire
avec des solutions traditionnelles au niveau 2028 de la RE 2020, si déjà on a fait ce travail-là. Et après, on va aller travailler sur les faibles émissions du matériau. Et en troisième étage de la fusée, c'est le C de contribuer. Et c'est contribuer au stockage longue durée du carbone pour respecter les exigences de la stratégie nationale bas carbone, qui sont, je le rappelle, diviser par 6 les émissions et multiplier par 2 les stocks de carbone d'ici 2050. Voilà. Et ça passe forcément par davantage d'usage du bois dans la construction. Alors, l'usage du bois, le bois est un matériau magnifique pour 2 raisons. La première, c'est qu'il réduit les émissions en substitution. La deuxième, c'est qu'il stocke. Et donc, l'usage du bois, c'est le fameux R et le fameux C de la stratégie ERC. Mais c'est le deuxième et troisième étage de la fusée. Le premier, il permet déjà d'atteindre les seuils sans engendrer de surcoût. Et peu importe le matériau qu'on va utiliser, le premier permet de réduire les surcoûts. C'est-à-dire que c'est souvent un problème de conception. Quand vous parliez de la façade tout à l'heure, c'est d'abord un problème de conception. Enfin, ça commence par là, par un problème de conception, un problème, une équation de conception. Parce que moi, je suis architecte, j'aimerais quand même avoir une façade un petit peu élaborée, vous voyez, que ce soit pas... Alors, pas de problème pour avoir une façade élaborée. La question, c'est juste combien de mètres carrés de façade on va devoir mettre. Et je dirais même que... Là, moi, j'avais jamais entendu ce point de vue qui est très intéressant. C'est quoi le mètre carré de façade aujourd'hui optimisé? C'est 1 mètre carré pour 1 mètre carré de surface habitable ou c'est moins? Non, c'est plutôt 0,7, 0,8. Mais avec certaines volumétries qui ne sont pas du tout pensées dans la sobriété matière, on peut arriver à 1,5. Donc en fait, on s'achète 2 fois plus de façade. Et quand on s'achète 2 fois plus de façade, pour vous, architecte, on peut mettre 2 fois moins d'argent dans la façade. Donc les matériaux en pâtissent et la finition de la façade en pâtit aussi. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose? Prenez le micro. Oui, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est, je pense que pendant des années, notamment sur le logement, on s'est assez peu posé la question de la qualité de vie dans le logement. On avait vu ce retour d'expérience ou cette analyse qui montrait que la RT 2012, de par l'augmentation des épaisseurs de murs pour isoler plus, avait amené une réduction des surfaces habitables. Mais on n'avait jamais repensé le logement. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi repenser le logement, parce que lorsque Bastien disait tout à l'heure, on n'a jamais habité sur des mètres carrés de façade, de la même façon, on a assez peu dormi dans le couloir d'un logement. Et donc, il y a certainement des surfaces qui, aujourd'hui, dans une vision telle qu'elle perdure encore très souvent, eh bien, on a peut-être des mètres carrés dans le logement qui ne sont pas efficients. Et aujourd'hui, la RE 2020, cette notion d'optimisation, de sobriété, amène à réfléchir sur la façon dont on distribue un logement et réfléchir à la façon dont on l'habite également pour aller dans cette optimisation. Donc c'est de la conception très globale et très plurielle qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs de RE 2020 2028, voire 2031, bien entendu. Voilà, encore une fois, ça va beaucoup plus loin qu'un simple calcul carbone. Ça va vraiment beaucoup plus loin, parce que l'idée, c'est plus de sobriété, mais aussi plus d'usage. Aujourd'hui, on demande plus de fonctions au logement, et il est hors de question que les objectifs environnementaux viennent réduire l'usage du bâtiment, ou qu'on fasse une croix sur l'objectif premier du bâtiment, qui est de loger, qui est de permettre à des gens de travailler ou de s'occuper via des activités. D'avoir un vrai logement avec des vraies pièces, des vraies cuisines, et même une buanderie peut-être. Et même une buanderie, il n'y a pas de problème. Vous recherchez sur quoi aujourd'hui? Vous êtes directeur de la recherche donc chez Wideom. Quels sont vos axes de recherche pour atteindre ce bon équilibre? On a déjà vu l'économie de matière, mais est-ce que vous allez encore plus loin? Alors, dans la direction de la recherche chez Wideom, on a plusieurs axes de travail. On a un premier axe de travail qui est la maîtrise de nos conceptions, comme on vient d'en parler, parce qu'en fait, 70% du poids de carbone d'un bâtiment est figé au moment du permis de construire. Donc les premiers coups de crayon, on ne le voit pas, mais c'est les plus carbonés. Vraiment. Et bien souvent, on arrive dans des cahiers des charges qui ne nous permettent pas non plus, qui ne sont pas complètement compatibles avec les seuils à venir de la RE 2020, puisqu'on ne peut pas complètement optimiser les bâtiments. Ça, c'est le premier volet, celui de la conception, mais qui est absolument névralgique.
Il y a un deuxième volet où on fait plutôt de la veille industrielle, technique, où on va chercher des solutions qui existent déjà sur le marché pour les plier à nos systèmes constructifs. Donc toutes les solutions de nos amis industriels qui sont présents aujourd'hui. Et puis il y a un troisième volet qui est lorsqu'on en a besoin, lorsque ces solutions ne sont pas justifiées pour tel domaine d'emploi dans lequel on veut les utiliser, pour telle nouvelle réglementation incendie qui vient s'appliquer, on va aller justifier ces solutions au CSTB via des appréciations de laboratoire, via des ATEX, via des laboratoires au feu, pour arriver à en fait intervenir sur le bâtiment de façon sécurisée, assurée et maîtrisée à la fin, toujours pour l'usager. Voilà, donc tout se passe en amont en fait. Tout se passe en amont et c'est toujours le cas lorsqu'on travaille avec un matériau qui est naturellement hors site. Et le hors site veut dire préfabrication. Et pour que la préfabrication se passe bien, eh bien il faut la prévoir. Un petit mot de la fin, Dominique ? Et je dirais le mot de la fin, la filière forêt-bois française s'est structurée à l'aune de la RE 2020 depuis un certain nombre d'années. Elle s'est structurée pour répondre à cet enjeu majeur, c'est-à-dire être à la hauteur. C'est la première question qu'on s'est posée quand on a vu les objectifs de la RE 2020. Et donc derrière, c'est aussi du développement économique dans nos territoires, parce que la filière forêt-bois française, elle est implantée dans les territoires. Ce sont des industriels qui ont mouillé le maillot, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'argent sur la table. Sur 2021-2024, c'est plus de 2,5 milliards d'investissements sur un trend de 4 milliards qui est classiquement consenti dans la filière. Donc les acteurs économiques sont au rendez-vous et avec une filière économique finalement vertueuse par rapport à cet enjeu de décarbonation. Donc honnêtement, on s'est structuré pour être au rendez-vous et derrière, il faut pas changer les règles du jeu en cours de route parce qu'on est mobilisé et on doit y répondre collectivement. Voilà. On est dans une période où on a tendance à aller changer les règles du jeu, hein, dans tous les domaines. Eh bien, changeons-en d'autres, mais celle-ci, gardons-la. Gardons-la. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous parler de la RE 2020, des différents seuils, hein, de la possibilité aujourd'hui, on le sait, de construire RE 2020 compatible 2031. Mais il faut trouver la bonne équation économique, si j'ai bien tout compris. Merci, un échange à retrouver, une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction bien sûr et le Codifab. Merci.